Aujourd'hui, on se penche sur l'évolution et surtout sur les idées reçues qui circulent. Le hasard, notamment. Oui, bonjour. Pensez au panda, par exemple. On entend parfois qu'il était fait pour manger de la viande et qu'il a comme régressé. C'est ça. Ou l'image hyper connue là du singe qui se redresse petit à petit pour devenir un homme. Oui, cette ligne droite. Exactement. Et ça, c'est trompeur. Ça donne l'impression d'un but, d'une finalité vers l'humain. Alors que l'évolution, c'est plutôt un buisson hyper touffu, plein de branches différentes. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir la place du hasard là-dedans. C'est ça. Comment le hasard, il joue un rôle crucial à côté de la sélection naturelle. Et aussi pourquoi on a souvent du mal avec cette idée de hasard, surtout quand ça touche à notre propre espèce. Alors, justement, hasard et sélection naturelle, comment ça marche ensemble? C'est pas nouveau comme questionnement. Déjà au XVIIIe, Maupertuis, bien avant Darwin, il avait une intuition assez forte. Ah oui. Pour lui, la nature, c'est pas un ingénieur parfait. C'est plutôt un immense atelier avec plein d'essais et surtout beaucoup de ratés. Ce qu'on voit aujourd'hui, les êtres vivants adaptés, c'est juste les combinaisons fortuites, Fortuite. oui, apparues par hasard, Mhm. qui ont eu la chance de fonctionner. Il parlait d'un cimetière invisible de toutes les formes qui n'ont pas marché. C'est une vision assez sombre, non? Très différente de Linné à la même époque. Lui, il voyait les espèces comme fixes, parfaites dès le départ. Tout à fait. Pour Linné, la variation, c'était une erreur, une corruption de l'essence de l'espèce. Vision fixiste, théologique. Et Darwin arrive. Et là, paf, changement de paradigme. Pour Darwin, la variation entre les individus, c'est pas l'anomalie, c'est la règle, c'est la matière première. Et cette variation, elle vient d'où, selon lui? Du hasard, des changements spontanés qui n'ont rien à voir avec les besoins de l'organisme à un moment T. C'est ça qui est clé. La sélection naturelle, elle fait le tri après coup. D'accord. Et il distinguait plusieurs niveaux de hasard, c'est ça? Oui, trois principaux. D'abord, l'origine même des variations. Bon, ça restait une boîte noire pour lui, mais il postulait un hasard à la source. Ensuite, la reproduction, la loterie génétique, le brassage des gènes. Mhm. Et enfin, l'environnement. Les changements de milieu, les rencontres imprévues, la contingence, quoi. L'histoire qui s'en mêle. Et c'est là qu'on arrive aux idées reçues les plus tenaces, j'imagine. Comme l'œil, par exemple. L'argument classique. Comment un truc aussi complexe peut apparaître par hasard? Exactement. C'est voir les choses en tout ou rien. Soit l'œil parfait, soit zéro. Mais ça marche pas comme ça. Mais même par étapes, ça reste difficile à imaginer sans une sorte de direction, non? C'est une illusion qu'on a a posteriori. L'œil, il n'est pas apparu comme ça, hop. C'est une très longue histoire. Des millions d'années, avec des petites étapes, des cellules juste un peu sensibles à la lumière. D'accord. Puis une petite dépression pour mieux orienter. Puis une lentille primitive. Chaque petite étape qui donnait un avantage, même minime, ou qui n'était pas un désavantage, pouvait être conservée. C'est du bricolage. Le fameux bricolage évolutif. Ça expliquerait pourquoi les organismes sont pas parfaits, mais plutôt des compromis. Tout à fait, des compromis liés à leur histoire. Le nerf laryngé qui fait un détour absurde chez nous, héritage de l'organisation des arcs branchiaux des poissons. Ah oui, j'ai vu ça, c'est incroyable. Ou notre bassin, adapté à la bipédie, mais pas idéal pour l'accouchement. Ce sont des traces, des cicatrices de l'histoire évolutive. Et ça nous amène à la question de la finalité. Faut distinguer. Euh, Oui, c'est crucial. Dire l'œil sert à voir, ça décrit sa fonction actuelle. C'est une explication fonctionnaliste, rétrospective. C'est pour ça qu'il est maintenu par la sélection. D'accord. Mais c'est très différent d'un projet, d'un but défini à l'avance. Le finalisme, c'est penser que les choses sont créées pour un but précis. Voltaire se moquait déjà de ceux qui disaient que le melon est fait pour être mangé en famille. Oui. L'évolution, elle n'a pas de plan, pas de but ultime. Non, aucun. Et autre point important, ne pas opposer hasard et déterminisme. Ah, on a tendance à le faire pourtant. Oui, mais un événement peut être déterminé, avoir des causes physiques, et pourtant relever du hasard parce qu'il est imprévisible. L'exemple type, c'est la tuile qui tombe. Cause, vent, usure, juste au moment où quelqu'un passe. Cause, son itinéraire, son horaire. La rencontre de deux séries de causes indépendantes. C'est ça, la contingence. Et comme l'environnement change de manière contingente, imprévisible, l'évolution qui en dépend l'est aussi, fondamentalement. Et d'autres mécanismes s'éclairent aussi avec cette idée de hasard et de non-finalisme. Bah oui, prenez la reproduction sexuée. C'est coûteux, compliqué pour l'individu, mais ça brasse les gènes, ça crée une diversité folle. Et ça, pour l'espèce, face à un environnement changeant,
C'est un avantage énorme à long terme. La perte d'organes. Voilà. Et les yeux des animaux cavernicoles, par exemple. Voilà. C'est pas forcément qu'il y a un avantage à devenir aveugle, c'est plutôt que dans le noir absolu, les mutations qui abîment la vision, elles ne sont plus désavantageuses. Donc la sélection ne les élimine plus. Exactement. La pression de sélection se relâche et les mutations délétères ou neutres pour la vision s'accumulent au fil du temps et l'organe finit par s'atrophier, par disparaître. C'est une conséquence indirecte. Donc, au bout du compte, chaque espèce, nous y compris, est le résultat d'une histoire unique, pleine d'aléas, de contingences, de bricolage. Pas du tout une trajectoire écrite d'avance. C'est exactement ça. Pour résumer, le hasard est partout. Il crée la matière première, les variations, il crée les conditions, la contingence des milieux. La sélection naturelle, elle, filtre, elle trie ce qui fonctionne ici et maintenant. Elle ne vise pas la perfection. Non, elle produit des adaptations locales, temporaires, des compromis fonctionnels, pas une perfection absolue ou un grand dessein. L'évolution, c'est une histoire, une série d'histoires, pas un destin programmé. Hmm. Ça fait réfléchir. Si notre existence et celle de tout le vivant découle de cette histoire contingente, sans plan préétabli, ça change notre regard sur notre place, non? Quelle signification donner à notre présence si ce n'est pas celle d'un aboutissement?